Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, les réseaux sociaux ont bouleversé la façon dont les adolescents vivent et gèrent les relations entre eux. Qu'en disent-ils? Comment les vivent-ils justement? La sociologue Margot Deshages les a écoutés. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel ou comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est un anniversaire aujourd'hui, 9 mars 1661. Disparaissait le cardinal Mazarin. Les programmes seront évidemment ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Elle vous proposera à vous, jeunes téléspectateurs, de participer à un concours de nouvelles et à vous, moins jeunes, de les y encourager. Enfin, plateau repas, notre rendez-vous tous les jeudis avec Sandra Ferreira, notre nutritionniste et diététicienne préférée, a décidément plus d'un tour dans son sac. Les enfants adorent des aliments pas forcément bons pour la forme. Eh bien, à certaines conditions, on peut leur faire plaisir sans abîmer leur santé, vous allez voir. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. On le sait depuis que Brassens l'a chanté, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. C'est un extrait du refrain de la chanson La mauvaise réputation. Eh bien, au collège aujourd'hui, le simple fait d'en avoir une de réputation peut valoir répudiation, car elle sera alors présumée mauvaise. C'est ce mécanisme et quelques autres qu'étudie la sociologue Margot Deshages, dont la thèse qui avait été soutenue à Sorbonne Université vient de sortir aux presses universitaires de France. Les PUF, son titre à l'école des mauvaises réputations. Vertigineuse plongée dans la façon dont les adolescents tentent de se construire sous le regard de leurs coreligionnaires. Bonjour Margot Deshages. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. On va commencer par définir les termes au collège. Une réputation, dites-vous, au fond, c'est une rumeur qui a cristallisé. Oui, alors on pourrait dire que la réputation, c'est la synthèse située des jugements à l'égard d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, simplement, quand on rencontre une personne, on a une idée de sa valeur, on produit des jugements à son égard, et ces jugements circulent par des processus communicationnels, on discute, et du coup, par cette communication, on peut faire la réputation d'une personne. Alors forcément, on a plus ou moins de pouvoir pour définir cette réputation. Et dans les collèges, c'est la réputation qui est un des principaux facteurs de hiérarchisation entre les élèves. Et avoir une réputation, ça sous-entend d'avoir une mauvaise réputation et ça veut dire ne pas être très fréquentable. Alors là, notamment pour les filles. C'est le propre du collège, ouais, c'est-à-dire que tout le monde a une réputation. Mais au collège, comme c'est un milieu très conformiste, dès qu'on dit que quelqu'un a une réputation, c'est nécessairement qu'il en a une mauvaise. Et la mauvaise réputation des filles est négative. En fait, par mauvaise réputation, j'entends les gens qui transgressent les règles, en particulier des adultes. Donc, quand un garçon transgresse les règles des adultes, qui désobéit à la prof, rebelle, c'est chouette, c'est sympa. Exactement. Ouais. Et donc, on a plutôt tendance à l'admirer. Alors qu'une fille qui transgresse les règles des adultes, en particulier les règles de vertu, eh bien, ça peut très vite devenir une pute. Ouais. Absolument. Et autres amabilités qu'on trouve dans votre bouquin. Vous leur donnez beaucoup la parole à ces collégiens et collégiennes que vous avez rencontrés. Ça ne donne pas forcément envie d'être collégien aujourd'hui. Ce qu'on se dit en vous lisant aussi, c'est que finalement, il pourrait limiter un peu ces interactions pour éviter de nourrir la machine à rumeurs, la machine à réputation. Mais la peur de l'isolement est telle que ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'amis au collège, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Puisqu'en fait, le sans-amis, c'est... Désolée. Pardon, ça vous rappelle des souvenirs, Emma. Ça vous rappelle des souvenirs. Fallait que ça arrive, que j'ai un fou rire. Pardon, excusez-moi. Oh alors... Tout va bien. Donc, si vous voulez, il y a une figure qui cristallise un peu les haines et les excuses pour frapper et se moquer des autres. Eh bien, c'est cette figure du sans-amis. Ouais. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas d'amis, à sexe, classe et niveau scolaire comparable, vous avez 15 fois plus de chances de subir du harcèlement dans le... Ouais, vous donnez des chiffres qui sont assez terribles. Un peu moins pour les garçons d'ailleurs que pour les filles, mais quand même beaucoup pour les garçons. Alors, cette amitié, elle est faite de plein d'ingrédients que vous racontez. Les trois qui dominent, c'est la sincérité, l'humour et le respect. Oui, alors l'amitié, ce que cherchent avant tout les élèves dans leurs amis, c'est quelqu'un sur qui ils peuvent compter dans les moments difficiles. Maintenant, les caractéristiques secondes, elles varient selon le sexe des élèves. Et donc, les garçons cherchent plutôt le divertissement, rire avec leurs amis, quand les filles cherchent plutôt à pouvoir être elles-mêmes et pouvoir se confier. C'est pas tout à fait la même chose. Et les réseaux sociaux mettent à l'épreuve tous ces critères qui sont différents entre les garçons et les filles, notamment autour de la sincérité et de la confiance. On n'est pas tout à fait le même ou la même sur les réseaux sociaux. Effectivement, on est
peut-être parfois plus soi-même sur les réseaux sociaux. C'est un peu paradoxal, mais parce que en fait, les collégiens que j'ai enquêtés, donc c'était en 2016-2018, ils utilisaient avant tout Snapchat. Et sur Snapchat, c'est une plateforme d'échange en privé. Et ça s'efface. Et ça s'efface, et donc on ne va pas s'afficher. Je dis ça pour les gens comme moi, d'un certain âge. Snapchat, c'est des réseaux sociaux où les messages s'effacent. Et donc, c'est vraiment des échanges privés, donc on ne s'affiche pas. Et donc, comme c'est privé, on peut parler à l'écart du jugement du groupe. Et ça, c'est très important parce qu'au collège, on est toujours jugé par le groupe et ça permet de créer d'autres types de relations, en fait. Voilà, alors sauf que parfois, ça peut être capturé, ce qu'il y a sur l'écran, ça peut circuler malgré tout, donc il peut y avoir des trahisons que vous racontez. Dans mes, peut-être pas mes découvertes, mais quand même si, dans ce que vous montrez dans le bouquin, c'est qu'ils sont finalement beaucoup plus prudents en ligne, et notamment sur les réseaux sociaux, que ce qu'on peut imaginer. Ils ont compris que les traces, ça reste, ils ont compris tout ça, ils ne sont pas idiots. Ils ne vont pas sur Facebook simplement pour ne pas retrouver leurs parents et leurs profs. Ouais, il y a ça. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que s'ils publient des contenus en public qui sont malveillants, ils vont avoir des problèmes. C'est pour ça qu'ils vont sur Snapchat où ça disparaît. C'est ça. Mais enfin, quand même, ils font un peu attention à ce qu'ils s'écrivent. Pas totalement. Oui et non. Oui et non, ouais. C'est-à-dire Si vous donniez des exemples, c'est plutôt non que oui. C'est-à-dire que l'application, elle incite à partager continuellement. Par exemple, les adolescents, si vous les laissez en vue, c'est-à-dire que s'ils ont la notification qu'ils ont reçue, que vous avez reçu leur message, mais que vous ne leur répondez pas immédiatement, alors ça peut être pris comme une marque de mépris ou de on n'est pas vraiment amis parce que tu ne me réponds pas dans la minute, etc. Donc là, il y a quand même une incitation à répondre rapidement et donc ça favorise... C'est comme nous les vieux sur WhatsApp, quand on voit que c'est lui qui n'a pas de réponse, voilà. On se dit il pourrait répondre ou elle pourrait répondre. Cet ouvrage analyse la manière dont les réputations pèsent sur les filles et les garçons, leur font encourir des risques de harcèlement au collège et les incite à s'exposer en ligne pour s'essayer à des expressions de genre qui leur sont interdites face au groupe. On continue à parler de tout cela, c'est un extrait de la présentation du bouquin. À l'école des mauvaises réputations, on continue à en parler avec Margot Déage, après l'Anti-Sèche chez Magessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche consacré aujourd'hui à Mazarin. Oui. Disparu le 9 mars. Oui. C'est le fou rire, c'est le cauchemar des animateurs ou des chroniqueurs. Ça ne m'est jamais arrivé. Et je peux lui faire partir son fou rire comme je veux pendant toute sa chronique sur Mazarin. Vous allez voir. Dieu, il était terrible. diplomate, homme politique, et les élèves le croisent pendant leur scolarité parce qu'il était au service des rois Louis XIII et Louis XIV. Oui. On est donc au XVIIe siècle. Oui, on est au XVIIe siècle, Mazarin. Ça va vous prendre. Il est né en 1602. Il est né en 1602. Et Mazarin est Mazarino, italien. Mais si vous Quoi y mettez aussi. Je n'y mets pas. J'essaie d'être aimable. Il n'est pas français, mais italien. Allez, je me reprends. Son enfance et son adolescence, il les passe à Rome et il est le protégé des Colonna. C'est une grande famille romaine. C'est un garçon doué qu'on remarque tout de suite grâce à son esprit et surtout grâce à sa capacité à séduire, à plaire. Et sa carrière, il la commence auprès du pape au Vatican. Il est fonctionnaire au sein du Saint-Siège et c'est là qu'il se fait remarquer. Il devient diplomate du pape. Il va œuvrer notamment pour la paix entre l'Espagne et la France. Oui, entre qui règne une éternelle rivalité. Mazarin doit empêcher la guerre et on raconte souvent cette histoire de Mazarin qui arrive à cheval sur le champ de bataille. D'un côté il y a les Français, de l'autre les Espagnols et Mazarin s'écrie pace, pace, la paix. Et il évite ainsi la bataille. Et c'est le moment où il se fait remarquer par un certain Richelieu. Mais oui, cardinal de Richelieu au service du roi Louis XIII. Et Richelieu, d'abord méfiant, finit par apprécier Mazarin et il lui enseigne le sens de la politique et de la géopolitique. Richelieu pense aussi à sa succession. Et alors que le titre de cardinal devait revenir à un autre homme, le père Joseph, celui-ci meurt. Et Richelieu se dit que Mazarin ferait un bon successeur. Mais que signifie être cardinal? C'est d'abord être prêtre, c'est être prince de l'Église. Mais pas de chance, Mazarin, il n'est pas prêtre. Non. Et pourtant, Richelieu arrive quand même à le nommer cardinal. On est en 1641. L'année suivante, en 1642, Richelieu meurt. Et un an plus tard, Louis XIII meurt. À ce moment-là, Mazarin devient cardinal au service du successeur de Louis XIII. Ce sera le roi Soleil, le futur, Louis XIV. Louis XIV, qui est encore petit à ce moment-là, Mazarin devient donc Premier ministre de la Régente dans un premier temps, la mère du roi, Anne d'Autriche. Oui, avec qui il noue une sorte d'alliance. Il faut composer avec la cour, ce qui n'est pas évident. Et tous les deux ont le point commun de ne pas être français, de ne pas maîtriser tous les codes. Donc, ils s'entraident à la cour. Le but de Mazarin, c'est d'assurer la réussite, la gloire de Louis XIV, mais il doit faire face à une révolte. C'est la période connue dans tous nos livres d'histoire, souvent la Fronde. Ah oui, programme de seconde. Il s'agit d'une période où les membres du Parlement parisien et une partie de la noblesse contestent l'autorité royale.
Et c'est Mazarin qui gère tout cela. Il est l'homme qui doit réconcilier tout le monde. C'est pas très facile. Il doit faire face à beaucoup de critiques. Il est la cible de milliers de textes d'injures qu'on appelle les mazarinades. Il est même contraint de fuir. 5 ans de front des Mazarins qui après revient au pouvoir. Oui, et c'est le retour en force des principes de la monarchie absolue. Nous sommes en 1653. Un an plus tard, Louis XIV est sacré roi et Mazarin devient alors son ministre. Il était son parrain. Voilà, celui qui l'a accompagné. C'est un peu un mentor. C'est un mentor, absolument. Il l'initie à l'art de la guerre, à la diplomatie, à la politique. Il lui apprend tout. Et ce qui compte pour lui, c'est de servir les intérêts de la France. Mazarin empêche, par exemple, le mariage de Louis XIV avec sa propre nièce. Ils étaient pourtant amoureux l'un de l'autre. Mais ce n'était pas possible parce que politiquement, cela risquait de compromettre la paix entre le royaume de France et celui d'Espagne. Et puis, c'est Mazarin qui prépare l'avenir politique de Louis XIV. C'est lui qui met en place, par exemple, les principaux ministres de son règne, Colbert, Fouquet ou encore Le Tellier. Il gouverne donc auprès de Louis XIV jusqu'à sa mort en 1661. Et à sa mort, il laisse un héritage politique et diplomatique essentiel à Louis XIV. Et puis il laisse aussi une immense fortune, avec un nombre important d'œuvres d'art et de bibliothèques. Et on peut voir une partie de ses œuvres au Louvre, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de France. Avec Mazarine. Absolument. Merci beaucoup, Emma. Merci. Grand oral, Margot Déage. Margot Déage qui a enquêté pendant 2 ans dans 4 collèges franciliens. Elle a rencontré et échangé avec 150 collégiennes et collégiens autour de la question de la réputation. Ça a donné un doctorat soutenu à Sorbonne Université. Désormais, c'est un livre qui vient de sortir au PUF, à l'école des mauvaises réputations. Qu'est-ce qui se joue de très différent sur les réseaux sociaux par rapport à la vie réelle? On commençait à en parler. Je voudrais qu'on y revienne parce que c'est évidemment la grande nouveauté, en tout cas pour les gens de ma génération. En fait, je pense qu'il y a 2 choses qui changent. Comme on en parlait tout à l'heure, en fait, le téléphone portable vous suit absolument partout. Donc même les gens de ma génération qui avaient l'ordinateur chez eux pouvaient le couper, pouvaient partir, sortir, etc. Maintenant, ils vous suivent dans la chambre, le téléphone, vous l'avez partout avec vous et donc vous avez l'impression que ça peut vous retomber dessus à n'importe quel moment. Donc là où je suis à un âge, la puberté, auquel le regard d'autrui compte quand même énormément, et là, potentiellement, il ne se coupe jamais, et si je le coupe, ça peut être mal vu. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc il y a cette pression à être quand même sur les réseaux et à échanger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'écran désinhibe les comportements. C'est-à-dire que derrière un écran, on peut ne pas avoir les feedbacks de la personne. Par exemple, si je vous dis quelque chose qui vous contrarie, vous pouvez froncer les sourcils. Et donc là, je vais me dire, je me calme parce que c'est peut-être méchant ou parce que je vais trop loin. Et sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas ça. Vous avez aussi... C'est l'effet cockpit, je crois. Les Américains appellent ça comme ça. Oui, voilà. Quand vous êtes dans un cockpit d'avion, vous ne voyez pas les victimes sur lesquelles vous allez tirer. C'est plus facile que quand vous avez Voilà. Mais pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas la personne en face de vous, ça peut vous inciter à être plus méchant avec elle. Mais aussi être plus sympa, enfin plus sincère en tout cas, plus sincère. À vous dévoiler un peu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des collègues en Angleterre qui ont montré que le fait de pouvoir écrire sur les réseaux sociaux à des gens qu'on ne voyait pas, ça pouvait servir pour la prévention contre le suicide par exemple. Donc vous voyez, il y a un peu les 2 effets possibles. Certains adolescents, certaines adolescentes sont plus vulnérables. Vous en faites, non pas la liste, parce que ce n'est pas une liste, mais enfin vous nous les présentez quand même dans le bouquin. D'abord, j'aurais dû dire certaines, parce que les filles sont vraiment en première ligne quand même. Elles en bavent nettement plus que les garçons sur ces histoires de réputation. C'est-à-dire qu'il y a un problème de sexisme, mais qui touche aussi bien les filles que les garçons. On a tendance à penser le sexisme, que c'est quelque chose contre les filles, mais pas seulement. En fait, je dirais qu'ils ne subissent pas exactement la même chose. Les garçons vont être plus victimes à la 6e, à la 5e, de harcèlement de type verbal, les insultes, les surnoms méchants, etc. Et les bagarres aussi, il y a une violence physique. Ouais. Exactement, les coups, les bagarres. Tandis que... Dès qu'ils commencent à montrer qu'ils peuvent se faire respecter, souvent ça va de pair avec le fait qu'ils grandissent, qu'ils ont la voix qui mue, etc. Eh bien, ça a tendance à se calmer un petit peu. Tandis que les filles, elles, ça arrive plutôt au moment de la puberté, au moment où leurs formes apparaissent. Donc on n'est pas sur un âge calendaire, je dirais, mais plutôt sur un âge biologique. Et là, tout d'un coup, toutes leurs relations deviennent suspectes. Même le choix de leur tenue devient quelque chose de suspect. C'est-à-dire que j'ai rencontré une fille qui s'était fait cracher dessus dans un établissement parce qu'elle avait mis un jean. C'était quel établissement? C'est un établissement de banlieue pavillonnaire. Ouais. Voilà, parce que, je ne l'ai pas dit, mais vous avez fait un établissement collège centre-ville parisien, banlieue pavillonnaire et REP.
ou voilà, plus deux même. REP différentes, Oui, voilà. une de proche banlieue et une de banlieue, Voilà. j'ai appelé enclavée, mais un peu plus. Ouais. Et sur certains points, il y a de grandes différences, mais sur d'autres, c'est quand même à peu près les mêmes mécanismes. Ils ne l'expriment pas forcément exactement avec les mêmes mots encore qu'eux, mais les mécanismes sont assez voisins quand même. Bah, c'est-à-dire que le sexisme, c'est un problème transversal à tous ces établissements. Maintenant, il y a des marges de manœuvre qui sont différentes selon les endroits, selon aussi les familles des différents élèves, selon la manière dont les parents leur laissent s'exprimer, par exemple, sur la sexualité ou des choses comme ça. Et puis, il y a des seuils de l'acceptable qui sont différents. C'est-à-dire que dans le centre parisien, c'était impensable de mettre un short, et dans la banlieue enclavée REP+, c'était impensable de sortir sans un gilet au-dessus de ses hanches. C'est ça. Donc voilà. Ouais, c'est pas les mêmes degrés. Parmi les victimes, j'allais dire désignées de harcèlement ou d'ennui ou de mauvaise réputation, il y a, dites-vous, le primo-arrivant, donc c'est l'enfant qui vient d'arriver en France, dont la famille croit aux vertus intégratrices de l'école. C'est-à-dire, en fait, parfois, ils viennent de c'est pas moi d'où, de Sierra Leone, d'ailleurs, du Kosovo il y a quelques années, peut-être d'Ukraine aujourd'hui, fracassés par des guerres, des drames familiaux, ils ont envie de s'en sortir grâce à l'école, et boum, leurs petits camarades, au lieu de leur tendre la main, leur tombent dessus. Oui, alors là, c'est un contexte particulier puisque j'ai fait mes recherches en banlieue. Donc c'est vrai qu'en banlieue, il y a beaucoup de primo-arrivants et beaucoup de Français issus de l'immigration, comme on les appelle. Et alors, ils ont deux visions complètement différentes de l'école. Parce que ces primo-arrivants, comme vous l'avez dit, eh bien, ils ont une vision un peu idéalisée. Voilà, la France, ça va me permettre avoir une bonne éducation. Alors que, et en plus, ils sont pas forcément dans les sections les plus porteuses, ils sont souvent en UP2A, donc ils ont des efforts supplémentaires à faire. D'accueil des élèves, c'est pour les élèves allophones. Oui, voilà, pour les élèves qui ne parlent pas encore français. Et puis, d'un autre côté, les Français d'origine immigrée, ils vont avoir une vision un peu désillusionnée de l'école parce qu'ils ont vu leurs parents ou leurs grands frères en bénéficier qu'à moitié. Ouais. Et donc, voilà, ça clash. Et puis, il y a un peu ce principe de... on essaye de stigmatiser l'autre pour s'enlever le stigmate qu'on porte sur soi. C'est ça. Le dernier arrivé... On va trouver quelqu'un qui a un accent pour se moquer de son accent, pour oublier qu'on a une certaine couleur de peau, etc. Donc ça s'entraîne aussi. Après, oui. Tout ça, ce sont des mécanismes assez terribles. Margot Déage, vous êtes sociologue, invitée du Grand Oral. Vous enseignez aujourd'hui à... Non, vous êtes chercheuse au CERTOP, c'est ça. C'est ça. À Toulouse, Jean Jaurès. Et vous venez de publier au PUF à l'école des mauvaises réputations. On se retrouve, si vous voulez bien, juste après la récré. C'est une récré garantie sans mauvaise réputation, car elle a excellente réputation. Emma Guessel. Emma, rebonjour. Rebonjour. Oh là elle a tellement pas envie de s'en prendre le foie. Rebonjour. Vous proposez à nos jeunes téléspectateurs de participer à un concours de nouvelles. Vous faites exprès, vous voulez que je rigole. Oui. C'est terrible. Je ne vais pas rigoler. Le prix Clara, qui est un super prix. Oui, le prix Clara, voilà. Qui existe depuis des années. Qui existe depuis 2007. C'est une histoire triste. Absolument. Au départ. Il a été créé en hommage à Clara, qui est décédée en 2006 des suites d'une maladie cardiaque. Elle avait 13 ans. Et le concours s'adresse aux ados âgés de 13 à 17 ans. Et pour ce prix Clara, il y a un certain nombre de règles à respecter quand on veut participer ou quand on veut faire participer ses enfants ou ses élèves. Absolument. Donc, il faut écrire une nouvelle sur le thème de son choix. La seule contrainte, c'est que le texte fasse entre 7500 et 30 000 signes. Pas plus. Donc ce concours de nouvelles, justement, il fait l'objet d'un article dans l'Actu, que je lis assidûment, et qui propose un peu d'aide aux ados qui aimeraient se lancer, mais qui n'osent pas. Et c'est l'écrivain Romain Sardou, qui est membre du jury, qui a partagé ses conseils. Donc il conseille déjà aux candidats de parler d'un sujet qui les touche personnellement. D'ailleurs, il explique que ces dernières années, beaucoup de nouvelles parlaient de sujets tels que les attentats ou le réchauffement climatique. Ensuite, il conseille de lire, parce que ça peut donner de l'inspiration si on en manque. Donc de grands auteurs, mais aussi de la poésie, qui, selon lui, je cite, montre tout l'éventail et la richesse de la langue française pour dire les émotions. Et enfin, ne jamais se décourager. C'est normal de ne pas être satisfait de la première version de son texte. Il faut persévérer. Et voilà. Et c'est comme vous, avec vos chroniques, vous en écrivez 18 000 versions. Voilà, c'est ça. Petit fou rire. On a jusqu'à quand pour participer? Alors, vous avez jusqu'au 14 mai pour envoyer votre candidature, donc par mail ou par courrier. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur fleurusedition.com/prix-clara.2023.
Vous Ah, ça. tapez, vous allez dans votre moteur de recherche préféré, vous faites prix Clara Fleurus, vous avez tout Voilà, ça. Vous allez exactement. Et en plus, si vous faites partie des 6 lauréats, vous serez publié dans un recueil Voilà. et que le bénéfice des ventes sera reversé à l'association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte. Ça, c'est sérieux. Et ça, c'est très sérieux et c'est très important. Et comme cette émission est formidablement réalisée et préparée, vous avez même l'adresse qui s'affiche Voilà. sur le bandeau. Merci beaucoup, Emma. Merci. Ça va aller? Oui. Arrêtez. Je Grand lutte oral. tout à l'heure. Qu'est-ce que vous confirmez? Je confirme, pour écrire un livre, il faut faire beaucoup bah de... voilà. Ah oui. Voilà. Ah bah Non, voilà. mais vous, en plus, c'est un Ah oui, doctorat. ça Donc vous charme. il y avait les premiers lecteurs, c'était les enseignants-chercheurs qui vous Oui, tout à fait. jaugeaient et jugeaient d'ailleurs. Et j'imagine que vous avez fait une version un peu... Enfin bon, en l'espèce, nous, on comprend tout. Hein. Il ne faut pas être sociologue pour le lire. Vous pouvez tout lire, vous comprendrez tout. Margot Déage, à l'école des mauvaises réputations. Il y a un moment où vous parlez de l'importance de l'honneur dans l'histoire de la classe ouvrière. Et vous dites, voilà, on retrouve, c'est un vieux schéma sociologique, j'allais dire, hein, qu'on retrouve là, mais dans l'aristocratie aussi, il y avait de l'honneur, Ah oui, sens tout à de fait, l'honneur. oui, Donc oui. finalement, c'est quoi la révolution, la bourgeoisie qui s'est dit, finalement, il y a d'autres choses qui comptent plus que l'honneur, et elle est un peu prise en sandwich. Je peux pas trop vous dire, j'ai pas enquêté sur Ouais. l'honneur en tant que tel, mais c'est vrai que c'est une valeur qu'on retrouve très fortement chez les collégiens, et notamment sur le contrôle qu'ils font sur le corps des femmes, quoi. C'est vraiment... Quelque chose de fondamental. La violence, vous en avez un petit peu parlé, mais je voudrais qu'on y revienne. Elle est sur les réseaux sociaux, mais elle est quand même, j'allais presque dire avant tout, dans les cours de récré. Elle est physique. On dit que la violence sur les réseaux sociaux est une violence de proximité. C'est-à-dire que vous allez être violenté dans la cour de récré, et puis ça va vous suivre sur les réseaux sociaux pour la simple raison que vos contacts en ligne sont les mêmes que vos contacts dans vos camarades d'école. Ouais. Donc elle n'est pas plus sur un endroit que sur l'autre, mais elle prend différentes formes. D'accord. Mais je disais ça quand même pour qu'on n'oublie pas qu'il y a de la vraie violence, celle qui fait mal, y compris avec des bleus. Vous décrivez une scène où certains élèves se font, j'ai oublié, ça porte un nom, enfin quand tout le monde se jette sur eux pour leur faire leur fête, pour leur anniversaire, soi-disant, c'est ça. L'enfarinade. L'enfarinade, alors c'est Enfarinade. un rituel C'est d'anniversaire. pas bien. Ah ouais. Non. Non, ça peut pas arriver. C'est un rituel d'anniversaire où en fait on apporte des œufs, on couvre la personne d'œufs et puis ensuite on la couvre de farine. Ce qui fait que dans certains établissements scolaires, il y a des élèves qui cachent en fait leur date d'anniversaire pour ne pas se faire enfariner. Voilà, surtout que ça peut se terminer quand même avec tout le monde autour de l'élève par terre, il se prend quand même quelques coups de pied au passage. Ils n'ont pas confiance, ces élèves auxquels vous avez donné la parole dans le livre, dans les adultes, pour régler les situations, qu'il s'agisse des personnels éducatifs, de leurs parents, pourquoi? C'est très difficile parce que c'est pas uniquement un problème de confiance. C'est d'abord le fait que, quand on est adolescent, on cherche à s'émanciper, à construire des relations en autonomie. Et donc, on n'a pas forcément envie de raconter nos histoires amicales et amoureuses à nos parents et encore moins à nos enseignants, j'imagine. Bon, mais ça, c'est tous les temps. Ça, même ma génération a connu. Ça, c'est tous les temps. Ouais. Et le deuxième point, c'est que les adultes autour des élèves sont souvent réticents par rapport aux réseaux sociaux. Ils se disent, Snapchat, moi je veux pas regarder ce qu'il y a dedans, etc. On peut les entendre. Mais par contre, ce qui se passe sur Snapchat, en fait, c'est des relations de jeunes. Donc finalement, ils pourraient être là en tant que conseillers pour accompagner les enfants. Mais le fait que ce soit Snapchat, alors là, ça les bloque. Ce qui fait que souvent, ils donnent des conseils qui tombent complètement à côté de la plaque, où ils se révèlent incapables de régler le problème. Et là, quand les enfants ont tenté, les ados, de s'appuyer sur eux, ils n'y retournent jamais, quoi. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi ce fait que, très souvent, quand on parle de harcèlement, on relie aux faits divers de suicide. Et ce qui est un peu dangereux parce que... il faut parler de ces suicides et il faut mobiliser l'attention autour de ça. Mais il y a ce risque de dire « Ah, mais tu veux pas te suicider, mais alors c'est pas si grave. Ouais. » Et C'est là, ce que vous dites, je vous cite, qui a trop focalisé sur le lien harcèlement-suicide, on banalise d'autres violences aussi. oui, voilà, parce que le harcèlement, on a souvent dit que c'était des micro-violences. Par exemple, ça peut passer par un regard. C'est-à-dire que comme c'est un cumul de violences différentes, petites, ça peut être une insulte, un surnom, un regard, etc. Eh bien, comme c'est pris à part, en fait, ça semble rien être. Mais comme c'est un cumul chaque jour, etc., Et c'est ça le devient cumul qui lourd. est douloureux. Ouais. Voilà, et vous donnez d'ailleurs sur le chiffre, le suicide des jeunes, qui reste un problème absolument considérable, mais il est quand même en baisse, le suicide des moins de 24 ans, depuis Oui. une quarantaine d'années. Oui. Voilà, donc il fallait quand même
Une bonne nouvelle dans cette émission. Voilà. C'est vous qui nous la donnez. Vous restez avec nous, on va aller à la cantoche. Ok, avec Super, plaisir. allez. Emma, vous allez céder la place à Sandra? Oui. On va se faire un petit fou rire avec Sandra. Oui, voilà. Plateau repas, Sandra Ferreira. Comme tous les jeudis, c'est Plateau Repas. Et Plateau Repas, c'est Sandra Ferreira. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre nutritionniste et diététicienne. Les enfants sont parfois difficiles à satisfaire quand il s'agit de nourriture. Ils ont tendance à bouder le repas s'ils n'apprécient pas ce qu'ils trouvent dans leurs assiettes. Sans quoi, je les comprends tout à fait. Non, je veux dire, c'est les enfants. Et pour aider les parents à préparer la cuisine des enfants, vous nous allez nous donner les 5 aliments préférés des enfants et 5 aliments bons pour la santé. Les gâteaux, par exemple. Mais d'abord, les fondamentaux. Pourquoi les enfants, majoritairement, ils préfèrent les gâteaux aux fenouilles, pour prendre un exemple au hasard? Surtout aux fenouilles. Je l'ai pris au pif, j'aurais pu dire endive. Oui. Parce que tout simplement, les informations C'est sucré, nutritionnelles. c'est ça. Alors déjà, il y a l'appétence pour le goût sucré. Ouais, c'est voilà. inné chez l'enfant. Le liquide amniotique est sucré. Le lait maternel est sucré. Donc voilà, c'est une appétence de base. En plus, les informations nutritionnelles, les enfants, eux, ne connaissent pas. Ils réfléchissent pas. C'est pas parce qu'on leur dit qu'il faut faire ça qu'ils vont forcément le faire. Résultat des courses, au rayon des biscuits, ils vont aller plutôt sur les bons gâteaux fourrés plutôt qu'un biscuit tout simple. Au rayon des céréales, c'est la même histoire. Ils vont être attirés par tout ce qui va être un peu plus marketing que ce que la diététicienne aimerait qu'ils mangent. Alors, la diététicienne constate néanmoins que dans les plats préférés des enfants, il y a un aliment qui est bon pour la santé, les pâtes. Par exemple, les Voilà. pâtes, ça Et arrive les pâtes, pas tête de n'importe liste. comment, j'imagine. Alors, pas n'importe comment, c'est sûr, mais voilà, vous voulez faire plaisir à votre enfant, vous lui cuisinez des pâtes à la sauce bolognaise, par exemple. La bolognaise, c'est de la tomate, donc au final, moi, vous savez ce que je veux, c'est qu'on introduise un peu de légumes dans l'alimentation des enfants. Pâtes bolognaise, on est très bien, ça se cuisine à toutes les sauces. Un petit gratin de pâtes. Si on a le temps, on met même un petit peu de céleri dans la Voilà, très bonne idée. Voilà, le but, c'est d'introduire des petits légumes qui vont donner un goût, et les enfants vont Les pâtes, ça apprécier marche pour ce les tout goût. petits. Ça marche pour Les les tout petits. coquillettes. Les coquillettes, ça se mange plus facilement à la cuillère, par exemple. Côté viande, à part qu'il ne faut pas en manger si on veut sauver la planète. À part ce côté-là qui est quand même essentiel Quand de même rappeler, important, voilà. mine de rien. Mais si on en mange quand même un petit mais peu. si on en mange un petit peu, le steak haché, ça, les enfants adorent à tous les coups. Et l'avantage, c'est qu'on peut les faire sauter, ces steaks hachés, avec quelques petits légumes, tout simplement. Ou encore mieux, faire un hamburger maison, steak haché. Et là, vous voyez mes légumes arriver. Oignons, salade, petits cornichons, petites tomates. L'enfant est ravi, Sandra aussi. Tout va bien. On est ravis, on est tranquille. Le poulet, quand même, ils aiment bien le Oui, poulet. pour parler du poulet, alors ce qu'ils adorent, c'est ce qui se mange facilement, les Ouais. petits pilons de poulet, pourquoi pas, et les nuggets. Alors oui, c'est C'est pas bizarre. bon. Évitez ce qui est industriel. Ah oui, voilà. Nuggets maison, Vous allez me faire rien de cuisiner. tel. Je vous fais cuisiner. Ou si vous ne voulez pas cuisiner, Emmanuel, et vous non plus qui nous regardez, vous achetez des nuggets, oui, pourquoi pas industriels, mais vous regardez qu'il y a au moins 50% de viande minimum. Sinon, sinon, c'est vraiment sinon, il dégueulasse. ne reste pas grand-chose. Pardon, c'est Voilà. ouais, Oui, c'est non, pas bon. oui, on s'est dit. La pizza, vous allez me dire que je peux manger de la pizza? Ah oui, mais alors même tous les jours. Enfin, vous et les enfants. On parle des enfants, Emmanuel. Elle est magique. Mais oui, parce on parle des que enfants. vous choisissez, oui, le grand enfant que vous êtes, vous choisissez la garniture de votre choix. Et vous rajoutez là encore des légumes. Des légumes et d'autres choses, champignons, jambon. Faites une base tomate, c'est sûr que si vous faites une 4 fromages avec de la crème, c'est pas ce qui est idéal. Vous faites une petite forme amusante avec vos enfants. Ah, vous nous faire des petits dessins? Bah oui, c'est Bah sympa, ouais. les petits Des yeux yeux en en tomate, brocoli. voilà, tout ce que vous Ouais, voulez, les c'est ça. cheveux en brocoli, exactement. C'est l'archimboldo de, C'est de, ça. de la chronique gastronomique. Les céréales du petit-déj, les enfants, ils aiment bien également, mais c'est quand même pas terrible pour la santé, on est d'accord? Ça, je suis bien d'accord. C'est Ah, vrai que. j'ai bon. En plus, à hauteur de l'enfant, on a quoi? On a les céréales qui font pop, on Ouais. a celles qui font rugir de plaisir et elles sont extrêmement sucrées. Ouais, c'est ça. Alors, mon conseil, c'est d'aller plutôt sur des céréales riches en fibres, donc souvent c'est écrit, ou des mueslis. Rayon bio. Ou voilà, mais si l'enfant n'est pas très très fan de ça, pourquoi pas? Ce qu'il faut, c'est vérifier surtout qu'il y ait beaucoup de fibres et pas trop de sucre, tout simplement. Dernier aliment préféré des enfants que vous avez sélectionné? Les yaourts, un grand classique aussi bien pour les grands que pour les Mais petits. nature, non, le yaourt? Alors, de préférence nature, et on rajoute dans ce cas un peu de compote, un peu de confiture, C'est ça, voilà. ou sinon aromatisé mais avec des arômes naturels. Sinon, les yaourts pour enfants sont souvent très sucrés, pour ne pas citer de marque. Voilà, des yaourts aux fruits où il y a beaucoup plus de sucre que ce qu'on voudrait. Et les yaourts, c'est bien parce qu'il y a du calcium. Génial. Et bien alors pour moi, ce sera une pizza en entrée. Ok, voudrais je un petit note. steak haché si c'est possible juste après. Ok. Yaourt avec des céréales à l'intérieur. Eh bien, parfait. C'est
noté, comment envoyer. Sandra, merci. Margot, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. On a ri, alors parfois on n'a pas fait exprès parce qu'il y avait le fou rire d'Emma. Vous en parlez du rire dans le bouquin d'ailleurs, c'est une dimension très importante dans les relations entre les collégiens. Bah oui, parce que finalement, le rire, en fait, quand on parle du harcèlement, quand on parle des réputations, on peut se demander est-ce que c'est fait exprès, est-ce que ce n'est pas fait exprès. Et il y a toute une dimension qui est inconsciente en fait de ces réputations. Et le rire favorise le fait qu'on va se moquer, parce que le rire a besoin du groupe pour se nourrir. Donc, quand vous riez de quelqu'un, vous rassemblez autour de vous et il y a quelqu'un qui se retrouve exclu. Et ça peut devenir quand même très désagréable. Voilà. On n'a pas pu raconter tout ce qu'il y avait dans le bouquin à l'école des mauvaises réputations. Vous découvrirez qu'il y a dans chaque collège souvent une chèvre émissaire. C'est un bouc émissaire femme et généralement c'est pas rigolo du tout d'être la chèvre émissaire. Donc on ne fait pas que rire, mais on apprend aussi des choses sur le rire. Merci beaucoup Margot, c'est paru au PUF, l'école des mauvaises réputations. Merci Sandra, bon appétit à toutes et à tous. Et puis merci évidemment à toute l'équipe. Emma Razafin-Dralambeau au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui en régie était assistée par Dylan Coller aujourd'hui, voire Dylan Coller assisté par Marine Plantec, je ne sais pas très bien. Thibaut Goury-Lafont au son, à la réalisation Alice Pitavi. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.